Madame, Monsieur, bonsoir. Le premier numéro d'Angle d'attaque, l'émission, le grand rendez-vous des médias, des éditorialistes, des journalistes et des grandes plumes de la presse sénégalaise et internationale. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir Monsieur Abdoulaye Ndiaye, journaliste formateur. Il fait partie de cette phalange qui a marqué d'une pierre blanche l'histoire de l'audiovisuel public au Sénégal. Nous sommes honorés de le recevoir. Abdoulaye, le journalisme, il n'y a jamais eu de retraite. Vous êtes également dans la formation. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui vous occupe actuellement? Oui, je pense que, comme vous l'avez dit, c'est une profession qui est souvent chevillée à l'âme pour beaucoup de personnes qui continuent de pratiquer ce métier. Et comme vous dites, le journalisme n'a pas d'âge. Il est évident que nous pensons, après un certain parcours, devoir faire du transfert de compétences aux nouvelles générations. C'est à ce niveau que nous sommes au niveau de l'encadrement et nous aidons à pouvoir former des jeunes de cette génération qui doit être la génération relève. Et je dois également dire que quand on a eu à côtoyer de grandes personnalités du journalisme, celle de ma génération et celle des générations d'avant et des générations qui sont venues après nous, on ne peut que se réjouir de pouvoir rester encore, de pouvoir se retrouver encore ici pour pouvoir parler du journalisme et essayer de se maintenir dans la fonction et de se maintenir dans la profession. C'est ça, l'espace public audiovisuel s'est développé, il est même saturé, on peut le dire. Quel regard de loin vous jetez sur cet espace-là? Je pense qu'il n'est pas mauvais qu'il y ait une bonne présence de radio et de télé dans l'espace public. Mais il est évident qu'il y a nécessité de pouvoir redéfinir les normes qui font la qualité, qui font que quand on est en journalisme, on respecte les éléments qui structurent la pratique de la profession. Et je dis souvent, il ne s'agit pas d'aller dans des écoles pour pouvoir se prévaloir d'être un bon journaliste, mais il faut également être dans les rédactions et être suffisamment encadré pour pouvoir se prévaloir d'avoir appris pour bien faire. Alors, ceux qui n'apprennent pas pour bien faire, c'est ceux qui aujourd'hui peuvent être dans ce métier par effraction et n'y apportent pas grand-chose. Et c'est tout un débat d'ailleurs, Hassan. Très bien. Le second invité d'Angle d'attaque s'appelle Ibrahima Cissé. C'est un journaliste d'agence de presse. Nous avons le même honneur à le recevoir sur ce plateau. Bonsoir Ibrahima. Bonsoir Hassan. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre trajectoire? En fait, je suis directeur de la publication et rédacteur en chef du magazine Reflet Suisse Afrique. C'est une publication publiée en partenariat avec le ministère suisse des Affaires étrangères. Avant cela, j'ai été pendant plus de 30 ans, c'est-à-dire d'octobre 1985 à janvier-février 2018, correspondant de l'agence télégraphique suisse, l'ATS. C'est l'équivalent de l'APS au Sénégal, de l'AFP en France, de la MAP au Maroc, etc. Pendant toutes ces années, j'ai été donc le seul correspondant en Afrique, aussi bien francophone qu'anglophone. Et puis, j'ai fait un petit passage à la radio. J'ai été correspondant de Radio Nederland à l'époque, de septembre 1988 à septembre 1994, donc correspondant de Radio Nederland en Afrique de l'Ouest. Voilà un tout petit peu ce que j'ai fait comme activité professionnelle. Merci Ibrahima. L'émission sera donc découpée en 3 parties. Nous allons commencer par la première. On va parler de social et d'économie. Les migrants, avec ce qui s'est passé sur les côtes mauritaniennes, 58 morts dont 15 Sénégalais. La vie quotidienne de ces mêmes Sénégalais sera-t-elle de plus en plus difficile avec les hausses qui s'annoncent? Va-t-on avoir un effet domino qui va consacrer d'autres ajustements, les enjeux du contrat d'affermage de l'eau à Suez au détriment de la SDE? Est-ce qu'on se pose aujourd'hui les véritables questions? L'épineux dossier des enfants de la rue, pourquoi l'État est impuissant face à ce problème? Et le verdict dit d'apaisement du maître coranique de Louga. Les abus également sur les marchés publics sont-ils une forme de preuve d'une certaine malgouvernance?
On nous dit également que la dette sénégalaise est en train d'exploser, 8 000 milliards. Qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Est-ce qu'on construit avec ça de bonnes infrastructures et de bons projets? Nous avons donc, on vous l'a dit, le privilège de recevoir Abdoulaye Ndiaye. La première question, c'est que l'océan Atlantique continue à rester un cimetière pour une bonne partie de la jeunesse d'Afrique. Quel est votre ressenti face à cette tragédie? Il s'agit d'un drame, il s'agit d'une situation très douloureuse et qui, à la base, reste liée à l'impossibilité que ces enfants ont, ces garçons, ces filles, de pouvoir trouver quelque chose qui les retienne dans leur propre continent, dans leur propre pays. On pense trouver des solutions en essayant de créer une sorte de mur de l'Atlantique où il sera difficile d'avoir accès aux côtes européennes. Ils prennent des risques. Ils pensent carrément que l'Eldorado se trouve là-bas, ce qui n'est pas d'ailleurs évident. Alors je crois que l'effort qu'il y a à faire, c'est que nos gouvernants retravaillent la nécessité de dire à ces jeunes qu'il y a des possibilités dans votre continent et qu'ils travaillent à leur offrir les moyens de pouvoir rester dans ce continent. Je pense que c'est une interpellation vis-à-vis des gouvernants et qu'il ne sert à rien de penser pouvoir trouver des solutions par rapport au chômage en fermant les yeux sur ces enfants, ces jeunes nombreux qui quittent le continent pour aller ailleurs et qui finissent par s'engloutir ou être engloutis par les flots de l'océan Atlantique ou de la Méditerranée. Je crois que c'est quand même un drame, un véritable drame, et c'est une interpellation aujourd'hui par rapport aux gouvernants. Il ne sert à rien de penser développer nos pays si on ne met pas en avant la nécessité d'asseoir des politiques qui permettent à ces jeunes de rester dans nos pays et de pouvoir travailler ici. Très bien. Ibrahima, est-ce qu'on a le droit aujourd'hui de fermer les yeux? Est-ce que vous avez des gens ou des institutions à interpeller, notamment l'État? Oui, je pense que c'est un problème à la fois douloureux, complexe, parce que ça interpelle non seulement les États, mais aussi les citoyens et les États dans toute leur puissance, c'est-à-dire tant sur le plan économique que sécuritaire. Parce qu'il est évident que derrière chaque déplacement, on peut penser qu'il y a tout un réseau de trafiquants d'êtres humains. Et je pense que les États ont suffisamment de moyens, ils doivent combattre ce problème. D'où l'interpellation des États. Et puis le plan économique maintenant, économique, social et financier. Les États ont déployé énormément d'efforts, mais il reste encore beaucoup à faire. Vous savez, en mai 2007, nous avons lancé en Suisse à ce qu'on appelait à l'époque enquête d'Afrique, c'est-à-dire à la recherche de l'Afrique. Et moi, le sujet que j'avais choisi, c'était le problème de la migration. La migration, donc l'immigration clandestine y compris. Ma collègue, c'est-à-dire mon tandem à l'époque, était venu au Sénégal et s'est penché sur le même sujet. À l'époque, le phénomène de la migration par pirogue venait de démarrer. C'était en 2006-2007. Et effectivement, on retrouve encore 10-15 ans en arrière, on se retrouve encore que les mêmes problèmes sont toujours là, les mêmes causes sont toujours là. Maintenant, quelle solution? C'est la grande question. À qui profitent tous ces drames? Donc, les Suisses, ces sujets-là, ça les intéresse? Ça les intéresse au plus haut point parce que la Suisse est d'abord un pays de destination, même si c'est plutôt, même s'il n'y a pas beaucoup de présence africaine, s'il n'a pas de gros problèmes avec les migrants africains, mais plutôt avec les migrants d'autres pays asiatiques, c'est une grande préoccupation, c'est une préoccupation mondiale. Très bien. Parce que ça interpelle tous les gouvernements du monde. Ouais. D'ailleurs, le ministre de l'économie du Sénégal a dit que chaque année, 200 000 jeunes frappent l'entrée, cherchent le marché du marché de l'emploi. Tout à fait. Est-ce que ça veut dire que nos États ne savent quoi faire de cette jeunesse? Je crois que le préalable, c'est tout d'abord de les former. Les former dans des formations qui soient utiles et des formations qui soient des formations qui permettent de les rendre opérationnels dans des secteurs qui sont des secteurs qui contribuent à développer le pays. On a souvent mis l'agriculture au devant des secteurs les plus utiles pour pouvoir reconvertir nos jeunes à des niveaux qui peuvent être différents. Ça part du technicien à l'ingénieur agronome en passant par ceux qui se spécialisent dans l'utilisation des emplois qui sont des emplois ruraux. Mais le problème qui se pose, c'est que c'est la demande de la volonté et des moyens. Aujourd'hui, on sait bien que, comme vous dites,
près de 200 à 300 000 jeunes arrivent chaque année sur le marché de l'emploi. On les forme à des métiers qui ne sont pas des métiers peut-être d'une trop grande utilité par rapport à ce qui se pose comme étant l'impératif des moyens ou l'impératif des secteurs qui vont contribuer à notre développement. Donc, il faut procéder à une reconversion et avoir une volonté réelle de trouver pour ces jeunes des orientations qui leur permettent de pouvoir être actifs et d'être dans des secteurs qui sont des secteurs de rentabilité. Je pense que c'est à ce niveau que se pose le problème. On n'a pas besoin d'avoir 300 à 350 000 étudiants ou jeunes orientés dans des filières ou dans des secteurs qui ne sont pas des secteurs qui peuvent être des secteurs d'emploi, ni des secteurs d'auto-emploi en plus. Alors je crois que c'est des solutions qu'il faut envisager à ce niveau. Oui, c'est ça. Ibrahima, il y a une certaine inflation au Sénégal. Les prix de l'électricité sont en train de flamber, c'est acté déjà. Est-ce que vous ressentez cette hausse-là? Oui, bien sûr. Je suis concerné au plus haut point. Parce que, en général, quand il y a hausse, les cibles, c'est-à-dire la hausse, s'adresse plus directement d'abord à ceux qu'ils considèrent comme plus ou moins nantis et qui ont un certain niveau de vie. Ils sont d'abord les plus visés. Et puis le reste, après, ceux qui... Je suis effectivement concerné par cette inflation, par cette hausse. Mais c'est un problème. C'est un problème parce que plus de ce qui concerne plus d'1 million d'abonnés, d'après les chiffres de la Sénélec. 1 600 000 même. 1 600 000 personnes. Et est-ce que c'est le début d'une inflation généralisée? Je me pose la question. Mais je pense que dans tous les cas, il faut s'attendre à d'autres hausses. Et puis c'est une préoccupation. Ouais. Abdoulaye? Oui, je pense que le problème, il est posé. Hein. Ouais. Mais il y a quand même une historicité à évoquer par rapport au phénomène de hausse de l'électricité dans ce pays. L'opérateur principal, qui est un opérateur public, a une fonction qui est celle de devoir distribuer l'électricité. C'est vrai que nous sommes passés par des moments difficiles où nous avons connu des périodes de délestage. Et à l'époque, nous sentions qu'il y avait une sorte de difficulté à pouvoir satisfaire une demande en termes de consommation. Des efforts ont été faits, il faut le reconnaître. Mais ces efforts qui ont été faits aujourd'hui pourraient être plombés par la nécessité qu'ils ont senti d'augmenter désormais le prix de l'électricité. Alors que le principe aurait pu être, quand on nous a annoncé une année sociale, de travailler à réduire cette charge parce que les populations sénégalaises, il y en a un certain nombre qui ne pourront pas probablement faire coïncider les moyens qu'ils ont par rapport aux charges sociales qu'ils vont avoir et une électricité qui est quand même un élément de base. Oui, mais est-ce que ça mérite que l'on jette, entre guillemets, des manifestants, des activistes en prison parce qu'ils manifestaient contre cette décision de réajuster les prix? Oui, je pense que la manifestation libre, qui est une forme d'expression de liberté, elle est reconnue dans notre Constitution. Et je pense également qu'il faut éviter souvent, par quelque sorte de subterfuge, de trouver des solutions à des problèmes qui font appel beaucoup plus à des solutions qui sont des solutions d'apaisement, de compromis, plutôt que des solutions de rudesse. À chaque fois qu'on interdit une manifestation, on porte atteinte à ce qui est contenu dans notre loi fondamentale. Il reste évident qu'il y a, et c'est normal, un certain nombre d'endroits, un certain nombre de périmètres qui sont les périmètres représentatifs de ce qui peut être l'état de droit appliqué. Et ces périmètres, on peut leur donner une sorte de préservation par rapport à cela. Mais de là à ce que cela mérite qu'on amène des gens en prison sur le seul fait qu'ils ont voulu manifester, je crois que c'est quand même une position, je pense qu'il faut revoir. Un acte administratif n'est pas un acte, c'est un arrêté. Ne doit pas suffire pour comprimer quelque chose qui se trouve inscrit dans notre loi fondamentale. Et cela n'empêche pas que les gens entreprennent de plus en plus de faire de la manifestation et de pouvoir faire des marches. Mais ceci dit, il y a également obligation, parce qu'aujourd'hui, quand vous allez à Paris,
il n'est permis à personne de pouvoir se balader pour faire une manif à la rue, Faubourg Saint-Honoré où se trouve l'Élysée. Donc il y a des préservations tout juste pour affirmer l'état de droit et être en conformité avec ce qui paraît être la chose que nous devons tous ensemble préserver. C'est ça. Il y a aussi à côté l'histoire de l'eau qui fait couler beaucoup de salive, on va le dire comme ça. Ibrahima, qu'est-ce qui vous intéresse dans cette histoire-là? L'arrivée d'un nouvel opérateur ou le départ d'un autre, ou la qualité et le prix de l'eau que vous allez consommer? Bon, en tant que consommateur, je suis bien évidemment préoccupé par la qualité. La qualité de l'eau, quel que soit l'opérateur, ma préoccupation, mon souci, c'est d'avoir une eau de qualité et à moindre coût. Maintenant, est-ce que l'opérateur qui va arriver, il sera dans ces dispositions? Ou bien il arrive dans quel contexte? On ne sait pas, je ne sais pas encore. Dans quelles conditions le marché lui a été attribué. Je note seulement que ça crée une certaine tension entre les employés de la SDE et l'État. Les employés de la SDE qui demandent une participation de plus de 10% au capital. Et voilà, je ne sais pas, est-ce que ça aussi ça fait partie du droit syndical? Je n'en suis pas tellement sûr. Mais voilà, un petit peu ma préoccupation donc porte sur la qualité d'une eau en service continu, disponible à tout moment et à moindre coût. Oui, mais les syndicalistes, quoi qu'il en soit, n'ont pas le droit de priver les Sénégalais de cette eau. Non, tout à fait. Ça, c'est dans aucun pays au monde, on peut pas se permettre, on peut se permettre de priver, parce que l'eau, comme on dit, l'eau, c'est source de vie. Quand vous privez quelqu'un d'une eau, vous l'asphyxiez et vous pouvez le tuer. Je crois que dans d'autres pays, ça mériterait des sanctions extrêmement dures, parce que on ne joue pas avec la vie des gens. C'est ça. On peut faire un peu de coq à l'âne pour parler des enfants de la rue. Abdoulaye. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'entre l'eau et les enfants de la rue, bon, c'est vrai qu'il y a une frontière, qu'il est possible de franchir. C'est une tâche sur la société sénégalaise. Tout à fait. Et je crois que là, nous posons le problème de la modernisation peut-être de nos daras, comme ils disent, c'est-à-dire l'apprentissage traditionnel, je dirais, du Coran ou de tout ce qui relève de la formation islamique. Et je crois que bon, ça, c'est devenu un véritable problème et je crois qu'il y a des faits qui relèvent de notre culture probablement, et une culture, elle peut avoir de la valeur, mais elle est quand même reconvertible aussi et elle est également adaptable à une situation. Et je crois que c'est à ce niveau qu'il faut que l'on arrive à pouvoir voir à partir de quel moment il est possible de concilier la nécessité de faire un bon apprentissage islamique, c'est-à-dire dans les daras, et également faire de ces enfants des enfants qui demain pourront se prévaloir d'un avenir réel. Il y a eu des daras célèbres où on n'a jamais permis aux enfants de gambader dans les rues. Si vous allez à Khelcom, c'est un dara qui représente un nombre infini d'enfants à travers un certain nombre de daras, et on n'a jamais entendu parler des enfants de Khelcom qui se mettaient à se balader ou à gambader dans les rues. Et que la formation, elle est à la fois une formation qui les prépare à assumer des fonctions responsables et également à apprendre les vertus ou la morale que peut donner l'apprentissage religieux. Et je crois que ça, c'est des exemples qui peuvent être des exemples sur lesquels on peut se fonder pour essayer de revoir un peu le système, mais il faut que l'État manifeste une réelle volonté en relation avec ceux qui sont, si vous voulez, les gardiens justement de la pratique religieuse chez nous, ou qui sont à la tête des confréries. Je crois qu'il est possible qu'il y ait une solution par rapport à ça. Vous avez compris la décision de justice? La décision de justice, je pense que bon, c'est une décision d'apaisement. On n'a pas voulu faire de vagues autour d'une affaire qui peut être réglée, quel que puisse être maintenant le point de vue des organisations de toutes sortes qui pensent devoir défendre, comme ils disent, la personne humaine. On ne leur dénie pas cela, mais il faut également se replacer dans un contexte purement culturel qui ne défend pas probablement une humiliation à l'excès d'un enfant, ou le fait que l'on n'applique pas des règles qui peuvent être des règles de rigueur, mais sans trop aller à l'affaiblissement ou porter tort ou porter préjudice à l'enfant. C'est ça, Ibrahima. En Suisse, il n'y a pas les enfants de la rue, cela va de soi. Est-ce que cette histoire-là vous pose une sorte d'inconfort philosophique? Oui, et vous me met très mal à l'aise d'ailleurs. Parce que déjà en 1986,
Et j'avais fait un reportage sur ça, les enfants mendiants au Sénégal. Et je m'étais basé sur le reportage d'un autre journaliste qui datait qui remontait 10 ans avant. Ça veut dire que c'est un problème qui a toujours existé au Sénégal. Maintenant, est-ce que c'est une question de manque de volonté politique? Ben, je me pose la question parce que chaque fois, c'est le même discours qu'on entend. Lutte contre les enfants mendiants, des politiques. Mais on ne voit pas réellement qu'est-ce que l'État fait. Ils disent qu'il y a des retraits d'enfants, il y a des centaines de milliers d'enfants qui ont été dans la rue. Mais moi, je constate chaque jour qu'il y a des enfants qui sont là, qui sont dans la rue. Il y a un échec de l'État. Il y a un échec. Ou bien est-ce qu'il y a aussi manque de rigueur, je ne sais pas, je ne sais pas ce qui se passe. Mais comme l'a dit Abla, il faut aussi, on peut se comprendre que la culture, la tradition sénégalaise, disons, pas tout Sénégal dans son ensemble, mais une partie du Sénégal a aussi ses valeurs culturelles qui peut être, dans ce cadre qu'il faut considérer le problème des enfants qui ont été enchaînés et le Maroc. Parce que chez nous, je suis sénégalais, je ne me cache pas, mais chez nous, nous ne connaissons pas ce problème. Nous ne connaissons pas le phénomène d'enfants mendiants. Chez nous, c'est formellement interdit. J'ai appris le Coran comme tous les bons Sénégalais, avec mes frères et mes sœurs, mais on ne nous a jamais d'aller quémander, tendre la main, demander, apporter quelque chose au marabout. Très bien. Ouais. On va avancer. Abdoulaye, en parlant des abus supposés, en tout cas sur les marchés publics, et qui doivent avoir certainement un lien avec l'explosion de la dette du Sénégal. Oui, l'autorité de régulation a une fonction essentielle dans une démocratie où la gouvernance est une gouvernance de contrôle. Vous vous imaginez, dans le rapport que nous avons lu, il y a eu plus de 4000 marchés qui ont été effectifs. La commande publique est une masse d'argent qui peut être évaluée à plus de 2000 milliards de francs. Ensuite, il y a un certain nombre d'obligations qui organisent les marchés, du marché de gré à gré, sur des critères bien définis, au marché d'appel d'offres, qui est également régi par un certain nombre de critères. Il y a à manger, à boire sur tout ça. Mais ce qui est au finish important, in fine, si je peux m'exprimer ainsi, c'est que tout se passe dans une transparence absolue. Il est évident qu'on ne peut pas transférer des masses énormes d'argent sur des critères qui ne sont pas des critères respectueux d'une gouvernance normale. Parce que c'est une commande publique, c'est l'argent des Sénégalais. Ensuite, l'autre élément essentiel, c'est également qui dit argent public utilisé, dit nécessité d'en définir les critères d'attribution et les critères d'utilisation. Et les projets et les commandes publiques relèvent justement du droit de regard que l'État, à travers ses organes de contrôle, a pour pouvoir dire que voilà, on a octroyé des moyens et les moyens ont permis de réaliser tel ou tel. J'écoutais récemment en France des sortes de reproches que je crois que c'est la Cour des comptes sur la fiscalité. Alors quand on sait qu'en France aujourd'hui, les gens se battent pour des réformes qui sont des réformes de finances, les réformes sur les retraites, les points pour la cotisation, ce qu'on peut avoir à la fin de sa carrière, les moyens qu'on se donne pour pouvoir avoir un niveau de vie conforme, avoir la possibilité d'avoir un pouvoir d'achat qui n'est pas... sont des éléments qui ne contribuent pas à avoir des moyens pour pouvoir atteindre ce qu'on peut atteindre pour faire une bonne distribution. Et il disait au gouvernement français, votre fiscalité, elle est assez moindre par rapport à ce qu'il fallait faire. Mais ce problème se pose et c'est la Cour des comptes qui pose le problème. Mais cela est également valable quand nous demandons à l'autorité de régulation des marchés publics de procéder à des vérifications et de rendre compte pour qu'on puisse voir si les critères d'attribution sont des critères conformes, si l'argent, notre argent à nous, contribuables sénégalais, est utilisé sur des bases qui sont des bases objectives. Je crois que c'est là que se pose le problème. Entendre des milliards et ne pas savoir sur quelle base ont été... Parce que tout est possible. Et c'est la façon la meilleure de lutter contre la corruption et toutes les formes de prévarication qui peuvent être possibles. Si on distribue de l'argent sans pouvoir définir les critères et expliquer les critères, et pourquoi pas taper quand c'est nécessaire, quand les critères ne sont pas respectés. Et là, j'interpelle probablement ceux qui sont dans les services publics et ceux qui sont dans les grands ministères. C'est ça, il y a également... Oui, allez-y. Oui, juste un petit mot pour ajouter à Ablaye, il y a aussi l'aspect contrôle. L'aspect contrôle, ce qui est très important,
Parce que souvent, on attribue les marchés publics à des entreprises, mais il n'y a pas de contrôle. Vous accordez au marché public à une entreprise qui est à Dakar, et le marché se trouve dans une région donnée, par exemple à Vélingara ou dans Bruce, à Vélingara, mais le type, il ne fait rien. Et après, il vient avec de faux rapports, vous dit, écoutez, j'ai exécuté le marché à 100%. Et vous décaissez l'argent. Et même la qualité de l'ouvrage doit être vérifiée. C'est ça. Ouais. Donc il y a vraiment une forme de laxisme. Laxisme, oui. Il y a également l'histoire de la dette. Tous les États s'endettent. Est-ce que la vraie question, c'est de ne pas s'interroger ou s'interroger sur ce qu'on en fait? L'endettement pour un État ne contribue pas à montrer que l'État est dans une posture de faillite. L'endettement est un élément qui correspond au niveau de solvabilité ou la marge d'endettement qu'un État peut avoir. Donc, on ne tire pas parce que... Mais il y a des endettements qui doivent se justifier et d'autres qui peuvent ne pas se justifier. Et il y a également une bonne utilisation de la dette qui devient nécessaire. Je n'ai jamais été contre les grandes politiques infrastructurelles. Je trouve que ça peut apporter du bien et du bon. Quand on se balade dans Dakar et que l'on nous dise qu'il y a de cela quelques années, on pensait avoir réglé le problème de la mobilité avec un certain nombre d'artères qui avaient été faites. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on est venu à la situation hantée, il y a à se poser des questions. On nous dit, oui, va y avoir 13 autoponts, comme ils disent. Cela devra être une solution. On attend pour voir. Mais tout cela pour dire simplement que Dakar n'est pas seulement le Sénégal. Il y a une nouvelle ville à côté. Il y a une nouvelle ville à côté. Je suis d'accord pour qu'il y ait une nouvelle ville. Mais les villes ont des fonctions. On a vu d'autres villes qui étaient des villes nouvelles créées dans des pays qui avaient des PNB beaucoup plus intéressants que le nôtre. Je pense par exemple au Brésil, avec Brasilia, qui avait voulu être une ville de délocalisation et qui aujourd'hui est devenue une ville fantôme, pour une raison. Donc, dire que Diamniadio a quelques encablures de Dakar peut avoir de l'effet, je ne suis pas contre. Si on pense devoir lui donner une fonction, qui est une fonction à la fois administrative, une fonction économique et une fonction de commandement probablement. Et vous craignez que Diamniadio devienne une ville je fantôme? dis qu'on est à moins de 30 à 40 km de Dakar. Diamniadio est vite peuplé et ensuite c'est des terres qui avaient été... Je connais le problème de Diamniadio, j'habite pas très loin de Diamniadio. Donc, j'habite une ville qui est adossée à Diamniadio. Et je souhaite que cette ville ne meure jamais et que Diamniadio ne soit pas la ville qui va engloutir ma ville à moi. Je laisse le soin aux autres de deviner ma ville. Mais il demeure évident que c'est des terres qui avaient été, à l'époque, vous vous souvenez de Bud Sénégal et beaucoup d'autres trucs qui avaient fait des terres de maraîchage avec des espaces qui avaient été prévus pour que cela soit. Aujourd'hui, qu'on fasse de Diamniadio une nouvelle ville, je ne suis pas contre. Mais il faudrait que la ville puisse remplir les fonctions essentielles et que ça ne soit pas un nouveau repeuplement qui finit par absorber ou phagocyter les autres villes autour et qui n'apporte pas la solution qui est attendue. Ibrahima, selon vous, ça sert à quoi de s'endetter comme ça? Ça sert à quoi la dette? Bon, je constate que le volume d'endettement du Sénégal, est-ce que ça s'est répercuté peut-être plus ou moins sur les trucs sociaux? Parce que quand vous allez en milieu rural, nous avons de plus en plus de postes de santé, nous avons de plus en plus d'écoles, de plus en plus de forages. Et puis par rapport, comparé aux 10 dernières années, on voit quand même que ça a quand même servi à quelque chose. Parce qu'il y a des zones qui n'ont jamais rêvé avoir un poste de santé ou bien une route, ou bien alors un forage. Mais aujourd'hui, vous allez dans des localités, enfin, je ne veux pas faire la promotion de quelque chose, mais je dis la réalité, parce que je me déplace beaucoup à l'intérieur du Sénégal. Je me déplace aussi dans les pays voisins. Et puis dans beaucoup de pays aussi francophones. Avec la dette, il y a eu beaucoup plus d'équité avec les territoires. Dans les oui, ouais. Vraiment, je note avec ça, avec beaucoup de rassurance, qu'il y a eu une certaine équité dans la distribution des actions sociales de l'État. Très bien. Il y a également le CFA, il y a eu une cacophonie cette semaine. Alassane Ouattara, le président ivoirien, qui dit qu'il suffit de changer uniquement le nom. À l'opposé, le président béninois, Talon, dit qu'il faut sortir carrément. Est-ce qu'on en sortira avec ces divisions? Je pense qu'il faudra que les présidents des pays concernés par cette monnaie, CFA, puissent harmoniser leurs positions. Il est évident que d'un pays à l'autre, il y a des niveaux d'économie, des niveaux de puissance financière qui ne sont pas identiques.
quand vous parlez de la Côte d'Ivoire, elle est une locomotive. Donc, elle représente, je pense, au plan du volume économique, plus de 40% à 50% du volume de la sous-région par rapport aux pays qui partagent cette monnaie. Et je pense que donc, la Côte d'Ivoire parle en établissant la puissance qu'elle a dans toute décision qui devrait être prise. On est d'accord. Ensuite, l'autre aspect également, c'est qu'une monnaie, c'est quoi? Une monnaie, c'est la juste représentation des possibilités qu'un État peut avoir ou qu'une zone peut avoir pour pouvoir réussir des transactions au plan international et avoir les garanties nécessaires pour ça. Aujourd'hui, le dollar est la monnaie qui domine, alors que le dollar n'est qu'américain. Mais il influe sur toutes les formes de transactions parce que les États-Unis d'Amérique sont quand même une puissance économique. Et c'est le volume de cette puissance économique qui transparaît dans une monnaie qui devient une monnaie forte qui commande toutes les autres monnaies. Maintenant, si nous pensons, nous, Africains, dans cette partie, que nous avons les moyens de pouvoir être à l'international avec une monnaie forte qui peut concurrencer l'euro, le shilling, le yen et autres, et se positionner dans les grands marchés et être dans les zones où on détermine les économies mondes, je dis tant mieux. Mais si on rate ça, si nous n'avons pas ces moyens-là, si nous restons enfermés dans nos petites économies, il y a le revers de la médaille. Il y a un effet boomerang. Nous avons connu la dévaluation, qui avait présenté un effet terrible sur nous, qui n'était rien d'autre que couper une monnaie en deux, réduire la monnaie dans ses capacités au plan national ou même au plan international et essayer de booster une économie d'échange. Et ce n'était pas trop au rendez-vous. On a vécu avec ça. Et aujourd'hui, on a oublié la dévaluation. C'est ça. Ibrahima, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut adopter tout de suite l'éco ou il faut rester dans cette forme de statu quo? Je suis de ceux qui pensent qu'il est encore prématuré de sortir du franc CFA. Je le dis parce que je connais la valeur du franc CFA à l'étranger. Quand je vais en Suisse, je vais dans une banque. Le franc CFA est la seule monnaie africaine, que ce soit l'Afrique du Nord ou l'Afrique, c'est la seule monnaie africaine qu'on peut échanger dans une banque à Genève. Autrement dit, les autres monnaies, on ne peut pas. Donc, sortir comme ça de cette monnaie sans avoir suffisamment de ressorts, je crains que ça n'ait des conséquences. Ça ne gêne pas les relents coloniaux de cette monnaie? Non, moi, ça ne me dérange pas du tout. Ça ne me dérange pas du tout. Ça me dérange pas. Parce que je suis né dans le CFA. Voilà. Je suis né dans le CFA. Le CFA existe avant moi. Je suis né dans le CFA. Et me voir privé du CFA, il y a aussi un aspect culturel qui me lie. C'est ça. Donc il faut y aller de manière ordonnée. Ordonnée, et puis prudemment, comme l'a dit Abdoulaye. Avoir atteint un certain niveau avant de pouvoir être libre pour, comme on dit, battre monnaie et essayer d'exister au plan international. C'est la mondialisation. On n'est pas. Bon, je dis, on peut par contre revoir les termes dans les rapports que nous avons avec justement la puissance tutrice de l'époque. Et ensuite revoir un peu quels peuvent être les éléments qu'il faut réformer. Et je crois que le président du Bénin a quelques idées là-dessus qui peuvent être des idées utilisables. Mais je pense qu'être dans une posture radicale par rapport à ça, ça me paraît être de l'ordre de l'incertain. Et il ne faut jamais être dans des incertitudes quand on gère un pays ou quand on gère un groupe de pays. Ouais, c'est ça. Le temps file, on va aborder la deuxième partie de cette émission, un peu de politique avec le dialogue national qui est en préparation. Est-ce qu'il a tué le débat politique et d'idées nécessaires? Et puis, les partis politiques sénégalais traditionnels, est-ce qu'ils sont à bout de souffle par manque d'idées et d'innovation? Et puis, les relations Senghor et Abdoulaye Wade, est-ce que Senghor avait l'intention d'en faire un vice-président? Cette semaine, l'ancien président a rendu un bel hommage à Madame Colette Senghor qui vient de nous quitter. Alors, on va, Abdoulaye, peut-on, ici au Sénégal, censurer le débat sur un supposé ou un éventuel troisième mandat? Je pense que déjà pour le dialogue politique que vous avez évoqué, je crois que dans une démocratie, dans un espace démocratique, le dialogue ne peut pas être une exception, il doit être la règle. C'est des rapports entre ceux qui gouvernent, ceux qui aspirent à gouverner, et il y a un minimum de consensus, même si ça doit être un consensus mou pour pouvoir se parler. Le Sénégal est un et indivisible. Il y a nécessité d'en parler, et ça fait partie d'ailleurs des règles qui commandent une vie en société.
C'est des convenances qui peuvent être réelles. Je veux dire, on ne peut pas être dans des animosités permanentes. On peut parler parfois et trouver des solutions à un certain nombre. Mais il faudrait d'abord que cela soit de l'ordre de la sincérité dans les rapports. Et je pense que le dialogue national doit, cette fois-ci, parce que ce n'est pas la première tentative de dialogue, on en a beaucoup parlé, on a essayé à plusieurs reprises de pouvoir dialoguer et à chaque fois ça a fini par être un non-dialogue. Souhaitons que cela puisse aboutir. Alors, il y a également l'aspect que vous posez, Hassan, sur le troisième mandat. Moi, je n'en fais pas un débat en fonction des pays. Je dis, il y a des constitutions qui sont là. Ces constitutions sont des constitutions qui sont claires, qui ne sont pas interprétables en dehors que l'écriture elle est claire, sans équivoque. Il n'y a pas lieu d'en faire aujourd'hui un débat. Nous concernant plus exactement, j'en fais pas un débat pour la bonne et simple raison que c'est normal qu'il y ait des suspicions, qu'il y ait des non-dits. Mais au finish, ce qui sera intéressant de mesurer, c'est ça, quand nous arriverons au terme de cette mandature et que l'on puisse revoir maintenant quelle devrait être la position des uns et des autres. On est d'accord là-dessus. Et je crois que c'est à ce moment-là qu'il sera intéressant de se dire conformité à la Constitution ou pas conformité à la Constitution. Pour l'heure, nous sommes Sénégalais, on aime bien alimenter les débats. Chez nous, il y a des gens hyper brillants. L'intelligence, elle est quand même partout. Et nous aimons animer un espace qui est un espace public. Et j'ai du respect pour ceux qui l'animent. Mais je pense que le moment où il faudra véritablement se rendre compte qu'il est un choix réel en conformité avec la Constitution ou non, ce moment-là, nous ne l'avons pas encore atteint, à mon avis. C'est ça. C'est un point de vue personnel, mais c'est moi la vision, c'est le regard que je porte sur ça. Oui, d'autant que le deuxième mandat de M. le Président de la République ne fait que commencer. Est-ce qu'il est vraiment sain d'avoir ce débat? Non, je ne pense pas. Je pense que il est prématuré, encore une fois. Il est prématuré d'avoir un débat sur un mandat qui vient de commencer. Il vient juste de commencer. Mais nous avons dit, on est en démocratie, tous les débats sont possibles, tout est possible, admissible aussi. Mais oui, tout est possible aussi en démocratie, oui. Mais un débat autour d'un mandat présidentiel qui vient de commencer, qui n'a même pas encore 8 mois, 8 mois à peine. Ouais. Parler de ses ambitions pour le troisième mandat ou l'accuser de vouloir poser sa candidature pour un troisième mandat, je crois que je ne pense pas que ce soit le bon moment. Il y a encore des choses, il y a tellement de choses à dire dans ce pays, tellement de choses à faire d'ici la fin de ce deuxième mandat qu'il faut, je crois que nous devons nous concentrer vraiment sur l'essentiel. Est-ce que ces tellement de choses dont vous parlez peuvent être résolues par le dialogue national? Je ne pense pas, parce que les problèmes, vous savez, le problème dans la vie, on ne peut pas régler tous les problèmes. Mais on aborde les problèmes. Maintenant, les régler, c'est à long terme. Ça va être un fourre-tout, quoi. Ça va être un fourre-tout. C'est ça. Le dialogue national, exactement, c'est ça, c'est un fourre-tout. Il y aura tout. Bon, maintenant, on peut calmer la tension politique, permettre les gens de se parler, puis autour, essayer de trouver quelque chose. Mais, à mon avis, ça ne va pas régler les problèmes du Sénégal. C'est ça, Abdoulaye. Il faut que les gens se mettent au travail. Oui, c'est ça, les modèles de partis politiques que nous avons. Je pense que, Hassan, il y a une sorte de vieillissement. Les partis, comme disent les gens, les partis qui appartiennent à l'ancien monde sont devenus des partis qui ont montré leurs limites. Et c'est dans ces partis d'ailleurs que l'on sent aujourd'hui une forme de sclérose avec des agissements. Il faudra que l'on remodernise un peu ces partis et que ces partis soient maintenant des entités qui s'adaptent aujourd'hui à l'évolution d'un pays comme le nôtre. Aujourd'hui, il peut y avoir des parcours individuels et solitaires qui finissent par s'affirmer comme étant des personnes qui arrivent à avoir le pouvoir. La France nous a donné un exemple là-dessus. Au bout de compte, qu'est-ce qui détermine le choix? C'est la rencontre, quand on est dans une élection présidentielle, entre un homme et un peuple, sur la base de ce qu'il propose. Il est évident que les partis traditionnels ont fait leur temps, à mon avis, et qu'aujourd'hui, si ces partis ne se réforment pas, de plus en plus, il va y avoir des trajectoires solitaires qui vont être des trajectoires déterminantes et qui pourront faire sortir, à mon avis, des personnes qui peuvent être des personnes qui ne sont pas forcément passées par des partis. Ceci dit, et c'est là où je vais être contradictoire, j'ai beaucoup de respect pour l'existence de partis politiques. Parce que les partis politiques ont une fonction qui est une fonction d'éveil, une fonction de formation et une fonction de conscientisation citoyenne. Et c'est dans ces partis, effectivement, aussi, même si l'idéologie n'est plus là, qu'on discute des projets de société. C'est pourquoi moi, quand je vois aujourd'hui tout ce qui se passe dans ce pays,
avec les agitations et parfois un certain nombre de propos tenus par des individualités, je me dis qu'ils n'ont pas été à l'école des partis. S'ils étaient à l'école des partis, ces personnes seraient apparentes en fonction des idées qu'ils incarnent, même à l'intérieur des partis. Et ce ne seraient pas des raccourcis dans les propos qu'ils tiennent, ou parfois, le comportement peu civil l'emporte sur la nécessité d'être un homme politique avec des idées, avec des convictions, avec des propos qui sont des propos en conformité avec ce que les populations sont en droit d'attendre. C'est ça. Est-ce que ces partis-là ne se sont pas modernisés ou réinitialisés en initiant à chaque veille d'élection de grandes coalitions, de grands rassemblements? Est-ce que ça c'est pas l'avenir pour vous? Oui, à mon avis, effectivement, les coalitions, oui. Les coalitions sont plutôt l'avenir plutôt que les partis politiques. Comme l'a dit, les partis politiques, vraiment, ils ont quand même un rôle, il ne faut pas quand même négliger leur rôle, leur importance. Oui, disons, c'est ça, leur rôle, leur importance dans la vie politique nationale. Ouais. Mais pris individuellement, les partis politiques, je pense qu'ils ont fait leur temps. Maintenant, l'heure est peut-être aux coalitions des partis politiques pour diriger dans tous les pays du monde, je crois que c'est les coalitions. La tendance est à la coalition. Oui. Pas plus qu'au parti traditionnel. C'est ça. Est-ce qu'on peut affirmer qu'ici au Sénégal, Abdoulaye Wade était le dernier des opposants? Je ne sais pas, Abdoulaye Wade, s'il était le dernier des opposants. Abdoulaye Wade est un homme historique. Et son parcours a été un parcours d'opposants. À la limite, si je me permets une petite comparaison, peut-être que je n'aurai pas raison et je pourrais heurter quelques oreilles et quelques sensibilités, mais un Abdoulaye Wade au Sénégal, son parcours, c'est un peu ce qu'a été le parcours d'un François Mitterrand en France. Il a fallu qu'il passe par des étapes. De 1974 à 2000, l'homme a incarné des constitutions de rupture, a utilisé des stratagèmes qui lui ont permis de savoir qu'en 2000, il allait prendre le pouvoir. Il était face à un pouvoir qui était, quoi qu'on puisse dire, un pouvoir qui était en train de terminer son cycle. Et c'est en cela qu'Abdoulaye Wade a été quand même un personnage très historique et très respectueux dans ce qui fait aujourd'hui le Sénégal, qui est passé par des étapes importantes dans son évolution politique. Je crois que cela est utile. Mais ceci dit, il semble qu'il dialoguait avec Senghor. Ouais, il l'a dit d'ailleurs. Abdoulaye Wade est toujours un personnage, le président Wade a toujours dialogué et c'est quand même, c'est tout heureux et peut-être c'est le tempérament de l'homme. Et j'ai lu ce que vous avez dit sur lui et je me rendais compte à quel point il a été un homme de parcours, un homme de rencontre, un homme par moments, je ne dis pas de compromission, mais de compromis quand c'était utile. Mais cela avait comme finalité un jour d'arriver au pouvoir et c'est ce que l'histoire lui a permis de faire. Mais ceci dit, il y a quand même des opposants. Aujourd'hui, dans l'environnement politique dans lequel nous sommes, il y a quand même des opposants qui sortent de partout et ils tiennent des discours. Ensuite, les coalitions vont être possibles, les coalitions de partis ou des coalitions qui ne sont pas forcément des coalitions de partis. Donc, on va y aller, on verra seulement. Les réformes seront nécessaires et l'adaptation, ensuite, sera également quelque chose qui sera nécessaire. Parce que nous ne pouvons plus vivre les partis politiques comme nous les vivions il y a de cela 50 ou 60 ans. Bien vrai qu'ils sont nécessaires, ils doivent être accélérateurs, comme disait Georges Bourdeau, de masse disponible, mais de là à penser que ça ne peut être que ça, je crois qu'il va falloir que l'on change un peu. C'est ça. Ibrahima Abdoulaye Wade donc, a failli être le vice-président de Senghor, quand on sait que ce sont des systèmes totalement opposés, socialisme, libéralisme. Est-ce que vous arrivez à le croire? Je ne pense pas que... Moi, j'ai du mal à croire. Voilà. Honnêtement, j'ai eu du mal à croire parce que Senghor, socialiste, Abdoulaye Wade, libéral, deux hommes qui se sont affrontés pendant une élection présidentielle, avec des programmes différents, et que, comme on dit, qu'ils étaient sur le point de se retrouver, ou bien je ne sais pas, d'être vice-président de l'autre. Bon, ça, moi, j'aurais... j'ai du mal encore à y croire. Très bien. On en arrive à la dernière partie de l'émission. Donc, cette semaine, le président français Emmanuel Macron a convoqué ou a invité les chefs d'État du G5 en France, à Pau, je crois, pour clarifier leur position sur l'intervention, les opérations militaires françaises dans le Sahel. Qu'est-ce que cela vous inspire? En fait, j'ai noté
les gens ont parlé de convocation, qu'il les a convoqués. Je l'ai beaucoup lu dans la presse, sur les réseaux sociaux. Mais je ne pense pas qu'il s'agisse d'une convocation. C'est plutôt une invitation à se retrouver autour d'une table, échanger sur les difficultés qu'il y a. Et puis, effectivement, comme il a dit, il faut que les positions soient claires. Parce qu'aucun chef de famille ne peut accepter que son enfant qui allait prêter main forte à quelqu'un lui tombe dessus encore. Et puis, le père dira, mais écoute, qu'est-ce qui s'est passé? Mais il dit à l'enfant, mais viens, reviens. Mais je crois que c'est comme ça, c'est comme ça. Il faut peut-être, moi je comprends un tout petit peu le président Macron. Je comprends un tout petit peu. La France est de plus en plus critiquée dans les pays sahéliens, sur Mali, Burkina et puis Niger, mais ça ne l'a pas quand même empêché de faire à la politique, disons à la réelle politique de faire d'exister. Les choses vont, ils se parlent, ils communiquent. C'est juste, moi, à mon avis, c'est juste pour arrondir les angles. En fait, de retirer ces 4500 soldats, ce serait grave si ça... Non, je ne pense pas qu'il puisse arriver jusque-là. Mais c'est qu'il veut amener les gens, disons, à prendre responsabilité. Parce qu'il y a énormément de dérapages aussi, il faut reconnaître. Il y a eu des dérapages dans certains pays. C'est ça. Il y a eu des dérapages verbaux. Est-ce que la France mérite ça? Au moment où ces citoyens meurent dans des combats. Bon, je crois qu'il faut, moi de mon point de vue, je comprends le président Macron. Moi, la première fois quand j'ai écouté ou lu la réaction de quelqu'un d'un de ces pays du G5, j'étais surpris, j'ai dit, mais qu'attend le président Macron pour retirer ses troupes? Moi, c'est comme ça que j'avais réagi. Si ça aurait été moi, j'aurais tout de suite demandé à mes troupes de rentrer au Bercail. C'est ça. Ouais. Bon. Chacun a son tempérament. C'est ça. Abdoulaye, quelles sont selon vous les forces et les faiblesses de cette opération Barkhane? Je crois que ce geste de Macron est un geste en direction de l'opinion interne de la France. Pour dire, c'est vrai que nos boys, nos gamins sont actuellement sur des fronts où ils luttent contre un terrorisme qui a déjà fait beaucoup de mal à notre pays, mais nous tenons également à dire que ceux avec lesquels nous partageons cette obligation sont des personnes qui devront également assumer des fonctions qui sont différentes. Parce que jusqu'ici, l'opinion française était loin de penser qu'au fond, en plus de Barkhane, il y a des forces qui sont des forces qui tiennent à être présentes. Maintenant, il faut redéfinir les rôles à l'intérieur. Et je crois que le G5, le groupe des 5 pays de front, devra être opérationnel. J'ai entendu dire que pendant longtemps, ils ont voulu aller au-delà de la force militaire qui devait être pour embrayer sur des types de coopération qui n'étaient pas nécessaires et qui faisaient que les autres pays qui n'étaient pas des pays éligibles au G5 n'étaient pas concernés. C'est le cas du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Alors qu'aujourd'hui, on prend des mesures à l'intérieur de l'espace CEDEAO pour voir comment renforcer, ou bien dans l'espace l'UEMOA, comment renforcer les moyens pour que 1000 milliards puissent être un budget additionnel partie des contributions des différents pays pour pouvoir avoir les moyens de lutter contre le djihadisme dans cette partie. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir se prémunir. Nous ne sommes pas, nous Sénégalais, en confrontation directe avec la ligne, mais nous n'en sommes pas moins concernés. Les Ivoiriens ont déjà vécu des actes djihadistes. Donc il y a la nécessité pour les pays du G5 de se retrouver à l'intérieur d'un ensemble pour pouvoir mieux lutter contre le djihadisme. Parce que je l'ai déjà dit quelque part, les forces militaires, les moyens stratégiques, la science militaire et les moyens devront être partagés pour que ça puisse donner des résultats. Et je crois que Macron n'appelle pas ces personnes pour leur administrer des leçons ou quoi que ce soit, mais il a besoin simplement, devant son opinion, de dire nous repartons de bon pied parce que nous arrivons avec nos amis africains à redéfinir le partage des rôles et des fonctions. Parce que la France est concernée. Ils ne peuvent pas ne pas lutter. D'ailleurs, c'est sous l'angle d'une lutte contre le terrorisme qu'ils disent que leurs hommes sont sur le front pour mieux mener le combat. Parce que s'ils ne mènent pas le combat risque d'être au niveau de leur sanctuaire national. Et je crois que c'est ça l'idée qu'il essaie de défendre. Donc il y a en partie une communication interne qu'il a déployée. Il le fait parce qu'ils viendront et il devra permettre à son opinion, effectivement, l'opinion française ne pensait pas qu'il était nécessaire de continuer à mener un combat où des Français meurent sans qu'il y ait pour protéger d'autres.
Alors que les Français ne meurent pas pour protéger d'autres. Malheureusement, il y en a un certain nombre de victimes parmi ces troupes, mais le nombre de victimes que ces djihadistes font dans les autres pays, dans les deux pays qui sont les pays qui ceinturent un peu ces endroits, quand même un nombre de victimes assez impressionnant, assez important. Très bien. Donc je crois qu'il faut travailler sur les deux relations et les deux fonctions. Très bien, il nous reste 1 à 2 minutes. La dernière considération sur un sujet qu'on a énoncé, c'est la tentation du 3e mandat. C'est visible en Guinée et même en Côte d'Ivoire. Quelles sont vos considérations, Ibrahima, sur ce sujet-là? À mon avis, ce problème a peu de chances d'aboutir au Sénégal. Pour la simple raison que nous avons vu ce qui est arrivé au président Wade. En Guinée En Guinée, j'ai pas encore, j'ai pas de preuves formelles. Ouais. Et effectivement, en suivant la télévision guinéenne tous les soirs, le journal de 20h30, je constate qu'il y a un projet de révision constitutionnelle. Maintenant, quel est le contenu? Je l'ignore. Bon, je sais qu'il y a, on parle de réforme constitutionnelle, d'élections législatives ou communales, mais honnêtement, je ne sais pas encore le contenu. De ce point que je ne peux pas m'aventurer. Très bien. Le temps même est épuisé, Abdoulaye, on n'aura pas le temps de développer. J'ai déjà donné mon avis. C'est ça, on va vous remercier d'avoir répondu à notre invitation. C'était le premier numéro d'Angle Attaque. Et on était très, très honorés. En tout cas, on vous remercie. Merci. Ibrahima également. C'était un plaisir. Merci beaucoup. On vous donne rendez-vous samedi prochain. Et d'ici là, nous vous souhaitons de passer d'excellents moments avec votre télévision ITV. Bonsoir. Angle d'attaque.